Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la première conférence de notre nouveau cycle de conférences Questions de société. Donc, je remercie M. Baratet d'inaugurer ce nouveau cycle. Alors, ces conférences ont un double objectif: valoriser les travaux des chercheurs de l'université et apporter au public des éléments de compréhension sur des questions d'actualité. Alors, M. Baratet est professeur d'histoire contemporaine à la faculté des lettres et des civilisations de l'université Jean-Moulin Lyon 3. Il est membre de l'Institut universitaire français et nous invite aujourd'hui à la découverte de l'individu animal en cette journée internationale des animaux. Donc, M. Baratet est considéré comme un spécialiste de l'histoire des animaux. Il a publié récemment Biographie animale aux éditions Seuil. Ses recherches au sein du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes Lara portent également sur l'histoire des relations hommes-animaux, l'histoire de la nature, l'histoire religieuse et l'histoire de l'enfance délinquante au XIXe siècle. Ces ouvrages récents que l'on peut voir sur la table, donc Le point de vue animal aux éditions Seuil en 2012, Bête des tranchées, CNRS 2013, Biographie animale, Seuil 2017. Donc à travers ce dernier ouvrage, M. Baratet propose des tentatives inédites de biographie animale construites à partir des ressentis, des perceptions ou des vécus d'animaux. Un ouvrage qui se place résolument du côté des animaux. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Voilà. Merci. Je ne sais pas si on m'entend, oui. Merci à l'assistance d'être venu. Je suis dans mes petits souliers puisque mon chef est là. Le doyen de la faculté est là, donc il ne va pas falloir que je fasse de gaffe. Alors je vais vous parler donc de cette découverte de l'individu animal en deux temps. En premier temps, justement, comment petit à petit l'Occident s'est intéressé aux individus animaux. Et puis, à partir de cette découverte, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et notamment, qu'est-ce qu'un historien peut faire avec cette notion d'individu? Et donc, je vous présenterai quelques biographies, notamment certaines qui sont dans ce livre, en essayant de montrer donc, comment on peut travailler et à quoi ça peut servir de travailler sur des individus. Alors, avant de commencer sur l'aspect littéraire, puisque ce sont les littéraires ou les écrivains qui se sont intéressés en premier aux individus animaux, quelques mots d'ailleurs d'abord pour dire que très longtemps, on ne s'est pas intéressé aux individus, à la fois du côté scientifique, du côté de la zoologie, mais aussi du côté de la philosophie. Alors côté philosophie, depuis l'Antiquité grecque, on préfère raisonner sur l'animal, au sens large, ou l'animalité. Et ce raisonnement a été repris par les théologiens, par le christianisme, ce qui fait qu'il s'est quand même très profondément enquisté dans notre imaginaire. On parle facilement des animaux, de l'animal, de l'animalité, alors qu'en fait, et toujours pour comparer avec l'homme, et alors qu'en fait, on est sur un rapport qui ne marche pas bien, puisque d'un côté, on a une espèce réelle, l'homme, et de l'autre côté, on a un concept, l'animal, l'animalité, qui en fait gomme toutes les différences entre les espèces, et même, alors encore plus, gomme les différences entre les individus. Ce qui fait que la philosophie n'a jamais pensé les individus. Il faut attendre les années 1990, 2000, pour voir apparaître quelques philosophes se mettre à penser les individus, notamment je pense à Donna Haraway aux États-Unis, et puis en France, Dominique Lestel, qui a publié en 2004 un petit ouvrage qui s'appelle L'animal singulier, où justement il s'intéresse à cette idée d'individualité animale. Mais donc c'est quand même très très récent, et même les philosophes du XXe siècle, à commencer par celui qui est considéré comme le plus important, Heidegger ne pense absolument pas les individus animaux, encore moins d'ailleurs les différentes espèces. Il reste sur cette espèce de concept animal, mais qui en réalité, au niveau scientifique, n'apporte pas grand-chose. Alors du côté de la zoologie, si on peut dire, de l'histoire naturelle, comme on disait autrefois, histoire dans le sens de description de la nature, et non pas d'évolution, dans l'histoire naturelle, qui devient la zoologie à partir du XVIIIe siècle? Eh bien c'est la même chose, on s'intéresse très peu aux individus, on s'intéresse
à l'animal. Ça, c'est une influence de la philosophie et de la théologie sur les sciences. Et puis, on s'intéresse aux espèces. Alors, on ne s'intéresse vraiment aux espèces qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, lorsque la notion d'espèce est enfin sortie un peu de son côté flou qu'elle avait auparavant. Évidemment, tout le monde voyait qu'il y avait des chevaux, des chiens, des chats, etc. Mais cette notion d'espèce était contrebalancée par deux autres concepts qui étaient celui de l'hybridation. On pensait que beaucoup d'espèces pouvaient s'hybrider. Donc à ce moment-là, s'il y a une hybridation possible, où est la frontière entre deux espèces? Et puis le deuxième problème, c'était celui de la génération spontanée. Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on croit qu'une partie des animaux naissent directement de la matière. Hein, les mouches viennent de la viande en putréfaction, les souris naissent des chiffons sales. Donc à ce moment-là, là aussi, la notion d'espèce est difficile à définir. Et donc c'est John Ray à la fin du XVIIe siècle qui définit cette notion d'espèce. Et au XVIIIe siècle, Linné va classer les espèces, donner donc la grande classification des espèces sur lesquelles on vit en grande partie. Et donc c'est l'espèce qui va devenir l'unité de base de réflexion de la zoologie, jusqu'à la fin du XXe siècle, du XXe siècle, pardon. Et dans cette notion d'espèce, l'individu n'a pas beaucoup d'intérêt. Chez Linné, l'individu n'a aucun intérêt. Chez Buffon, un peu mieux, parce que Buffon, justement, ne croit pas en cette notion d'espèce. Buffon n'est pas un vrai scientifique, c'est plutôt un vulgarisateur. Et lui, il croit en l'hybridité. Il ne croit pas en la génération spontanée, mais il croit quand même en l'hybridité. Donc, il ne croit pas dans la classification de Linné. Il reste donc, la plupart des zoologues vont se mettre à penser en tant qu'espèce et non pas en tant qu'individu. Et alors, la naissance de l'éthologie à la fin du XIXe siècle, notamment sous l'impulsion de Darwin, la naissance de l'éthologie ne va pas changer les choses. Si on prend par exemple les deux grandes écoles d'éthologie du XXe siècle, hein, l'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. C'est une science extrêmement importante depuis le XXe siècle. Il y a deux grandes écoles au XXe siècle. Il y a ce qu'on appelle l'école behavioriste, qui pense que les animaux apprennent leur comportement par des essais, hein, des erreurs, réussites, etc. Et ces essais, ce modèle marche pour tous les individus d'une espèce et même pour toutes les espèces. Il est le même partout. Hein, autrement dit, c'est pour ça d'ailleurs que l'école behavioriste, au bout d'un moment, ne s'est mise qu'à travailler sur les rats. Hein. Ce sont ces célèbres images des expériences des années 50, 70, où on s'était concentré sur les rats, parce que ce qu'on trouvait sur les rats, on pensait qu'on pouvait le projeter sur toutes les espèces. Donc évidemment là, la notion d'individu n'a strictement aucun intérêt. Et la deuxième école d'éthologie, qui est l'école incarnée par Karl Lorenz et d'autres, qui est une école plutôt biologique, pense que les comportements sont en grande partie innés, sont en grande partie dus à des pulsions biologiques. Et Lorenz et son école développent beaucoup, ou reviennent beaucoup sur la notion d'instinct. Et là aussi, évidemment, cette pulsion biologique, elle est la même à l'intérieur de l'espèce, quel que soit l'individu. Donc, philosophie, zoologie, en gros, jusqu'à la fin du XXe siècle, on ne voit pas pourquoi penser les individus. Et en fait, il va y avoir une réflexion sociale sur les individus animaux, mais elle ne vient pas des philosophes, elle ne vient pas des théologiens, elle ne vient pas des scientifiques, des zoologues, elle vient en fait des littéraires, elle vient des écrivains. On voit apparaître à la fin du XVIIIe siècle un genre nouveau, un genre littéraire nouveau, qui est celui de la biographie d'animaux. Voilà un des premiers exemples, hein, c'est la page de couverture, c'est une Anglaise, Argus, qui écrit les aventures d'un âne, hein, et donc qui raconte les aventures d'un âne précis, hein, et on raconte sa vie. C'est l'un des premiers exemples, et ce modèle donc littéraire naît en Angleterre, c'est pour ça que je vous ai
passer cet exemple-là. Mais très vite, il est adopté en France, hein, dans les années 1790-1800. Et ce modèle des biographies littéraires se poursuit jusqu'à nos jours. Et lorsqu'on travaille un peu dessus, on s'aperçoit que c'est un véritable courant. Il y a une production de biographies littéraires absolument énorme, avec notamment 2 périodes très importantes. La période 1850-1920, où il se produit beaucoup de choses. Je vous en montrerai un exemple. Et puis, une deuxième période, c'est depuis les années 1980. Et quand on regarde les catalogues de sortie, les catalogues bibliographiques, c'est une véritable explosion, c'est une véritable déferlante depuis une trentaine d'années, avec une production à plusieurs niveaux, c'est-à-dire à la fois des écrivains célèbres comme Yves Navarre qui fait Une vie de chat, jusqu'à la personne commune qui va écrire la vie de son chien, de son chat, et qui va mettre ça sur Amazon en bouquin en numérique, ou qui va présenter ça sur YouTube avec un petit film présentant son animal. Hein, donc c'est devenu quelque chose d'extrêmement important numériquement, mais qu'on a tendance à fortement minimiser. Les littéraires, par exemple, ont très peu étudié cette production-là, alors qu'elle est extrêmement intéressante. Alors c'est une production qui varie beaucoup dans le temps. En gros, pour schématiser, ça suit totalement les biographies humaines. Hein, quand on regarde le livre de François Doss, dont je suis en train de perdre le titre, enfin qui est consacré à la biographie, à l'histoire de la biographie, on est exactement dans la même chronologie, avec les mêmes changements. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'intéresse à des animaux plutôt célèbres, des espèces de héros. Ensuite, seconde moitié du 19e siècle, première moitié du 20e siècle, plutôt des animaux représentatifs de leur espèce. Et puis, depuis 40-50 ans, c'est l'animal atypique qui intéresse, le marginal, celui qui n'est pas comme les autres. Et on a la même chose en matière biographique humaine. Et quand on regarde les biographies d'animaux qui ont beaucoup marché depuis 30 ans, ce sont toujours des biographies d'animaux où l'auteur met l'accent sur le côté insupportable de son animal, trop indépendant, faisant beaucoup de bêtises, etc., etc., qu'on retrouve, pour les plus jeunes, qu'on retrouve par exemple dans les films consacrés à Beethoven, le chien Beethoven, qui justement fait plein de sottises. C'est le caractère un peu particulier qui attire. Et on retrouve exactement ça pour les animaux. Alors, ça, c'est l'un des premiers. Voilà un exemple alors très célèbre qui date des années 1860, toujours anglais, hein, Black Beauty, La vie d'un cheval. Et c'est l'époque là où il paraît 3 best-sellers au niveau européen. Black Beauty, donc, qui est très très connu dans le monde anglo-saxon, qui est encore connu de nos jours, qui est périodiquement réédité, mais qui a été un énorme succès jusqu'aux années 1930-1940. À la même époque, vous avez les Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Et à la même époque, côté italien, vous avez Ida Baccini qui écrit les Mémoires d'un poussin. Et les Mémoires d'un poussin ont été un succès absolument énorme en Italie. Les petits Italiens ont appris à lire ou à écrire dans les Mémoires d'un poussin jusqu'aux années 30. Donc une production extrêmement forte. Alors une production évidemment où il y a beaucoup d'anthropomorphisme. Hein, si on regarde la comtesse de Ségur et les Mémoires de Cadichon, Cadichon dit « je », il écrit déjà, et puis il raconte sa vie. Ce qui fait que, évidemment, avec cet anthropomorphisme, on ne peut pas savoir grand-chose de ce... Alors, en plus, bon, là, dans le cas de Cadichon, c'est un animal fictif. Mais il peut y avoir aussi des biographies d'animaux réels. On voit apparaître ça aussi dès la fin du XVIIIe siècle. Et dans le cas d'animaux réels, où c'est l'animal qui soi-disant parle, évidemment, on est très anthropomorphisé, très humanisé, donc ça n'apporte pas grand-chose sur le ressenti, le vécu de l'animal. Quoique, par exemple, si vous lisez les Mémoires d'un âne de Cadichon, c'est très intéressant pour voir quelle est la condition des ânes au milieu du XIXe siècle. On retrouve dans les Mémoires d'un âne des choses qui sont confirmées
par une littérature, par exemple, de zootechnie, de traités d'élevage des ânes ou des livres sur les races d'ânes en France, par exemple. Et on a des choses qui convergent tout à fait. Hein. Donc elle n'invente pas, la comtesse de Ségur, sur les conditions de l'âne. Évidemment, après, ce que pense et ressent et vit l'âne, là, c'est évidemment très différent. Bon, il n'empêche que quand on prend du recul, on se rend compte que c'est par cette production littéraire, donc très importante, qui a maintenant 2 siècles, c'est par cette production littéraire que finalement l'Occident va se préparer à penser les individus animaux. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que j'ai retrouvé des textes d'éthologues actuels qui s'intéressent justement aux individus, etc. Et notamment le texte d'un ethologue américain qui s'appelle Stanley Coren, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment parler chien ». Et dans la préface ou dans l'introduction, je ne sais plus, il avoue qu'il a été fortement influencé par cette production littéraire qui a ensuite été conjuguée en bande dessinée, qui a été conjuguée en dessin animé. Il suffit de penser évidemment au Walt Disney. Et tellement influencé par cette production littéraire qu'il a voulu ensuite voir en matière d'éthologie s'il ne retrouvait pas ce qu'il avait lu dans ses livres d'enfance. Et il a retrouvé certaines choses, évidemment d'autres non, parce que c'est trop humanisé, mais il a retrouvé des choses sur ce qu'il avait perçu dans cette littérature. Alors, en fait, aux côtés, donc on peut dire qu'il y a une espèce de préparation littéraire, et je vous montrerai tout à l'heure, il y a même une préparation artistique, hein, au niveau de la peinture. Ce sont quand même les éthologues qui sont arrivés à la notion d'individu d'une manière scientifique. L'un des premiers exemples, c'est Jane Goodall. Je vous ai mis là la couverture de sa thèse. Elle a écrit 2 livres, un qui a été un énorme succès, Les chimpanzés et moi, qui a été écrit dans les années 60, où elle raconte sa vie d'une manière assez anecdotique. Et puis ça, c'est sa thèse scientifique, donc qui date du début des années 80. Et Jane Goodall dit bien que lorsqu'elle arrive en forêt et qu'elle veut observer la sociabilité de ces chimpanzés, ben la première chose qu'elle comprend qu'elle doit faire, c'est qu'il faut qu'elle se mette à repérer les individus. Sinon, elle ne peut rien comprendre dans ce qui se passe au niveau sociologique. Et donc, elle va faire un repérage très précis des individus, essayer de voir quelle est leur allure physique, mais aussi leur tempérament, leur comportement, pour pouvoir ensuite comprendre ce qui se passe à l'intérieur du groupe. À la même époque, un petit peu plus tôt, dans les années 50, au Japon, des éthologues japonais se sont aperçus d'une invention animale extrêmement importante, qui a eu énormément de conséquences au niveau scientifique. C'est celle d'une femelle macaque, j'allais dire japonaise, hein, qui a compris un jour qu'en trempant sa patate douce dans de l'eau salée, bah, c'était meilleur. Et donc elle s'est mise à faire cela, et elle l'a appris d'abord à sa famille, sa mère, etc. Et ça s'est diffusé petit à petit. Et maintenant, vous avez des éthologues qui s'intéressent, qui sont spécialisés dans la diffusion sociologique des inventions, et comment une invention se diffuse et comment elle échoue. Et ça se diffuse ou ça échoue en grande partie en raison ou à cause du poids social, du rang social de l'individu. Hein, donc, en groupe, il y a 3 zones. Il y a celui qui est en haut de l'échelle. Celui-là, il invente peu parce qu'il ne fait plus rien. Celui qui est tout en bas de l'échelle, il peut inventer, mais de toute façon, il n'est pas écouté. Et donc, pour qu'une invention se diffuse bien, il faut être moyen supérieur. Parce qu'on invente encore et on est un peu écouté. Et donc, ça a lancé toutes les recherches sur les inventions animales. Et évidemment, pour qu'il y ait invention, il faut qu'il y ait un individu au départ. Dans le cas là, cette macaque japonaise, qui est devenue très célèbre, mais je suis en train d'oublier son prénom là aussi, mais qui est devenue très célèbre et qui a été observée. Et les Japonais ont observé génération après génération. Il y a maintenant des groupes de macaques qui trempent leurs patates douces dans l'eau salée et d'autres qui ne le font pas. Autrement dit, on a vu apparaître des traditions culinaires. Et cela va
a eu d'énormes répercussions puisque ça va permettre de lancer la notion de culture animale. Et la notion de culture animale n'aurait pas pu se développer sans une attention très forte aux individus, aux inventeurs. Il y a aussi des éthologues maintenant qui sont spécialisés dans l'étude des inventeurs, hein, de manière à comprendre comment ça se passe. Alors c'est devenu, l'échelle individuelle est devenue absolument fondamentale. Je vous ai mis ce livre parce que c'est celui, bon, on ne le voit pas bien, c'est le livre de synthèse d'Adam Miklósi, qui est un Hongrois. Et je vous ai mis cet exemple-là parce que l'école hongroise d'éthologie canine est remarquable, c'est la première au monde. Et vous avez donc, sous l'égide d'Adam Miklósi, et je vous ai mis donc une synthèse qui est parue en 2007, et ça c'est la nouvelle version de 2014. Et pour l'école hongroise d'éthologie canine, le bon niveau maintenant de scientifique, ce n'est plus l'espèce, c'est l'individu. L'espèce n'a plus beaucoup d'intérêt, il faut voir au niveau individuel. C'est au niveau individuel qu'on peut voir les différences de tempérament, les différences de comportement, qu'on peut comprendre la sociabilité entre chiens, mais avec les hommes aussi, entre maître et chien par exemple. Et donc le niveau a été baissé, hein. Ce n'est plus le niveau de l'espèce comme les zoologues depuis le XVIIIe siècle. Là, c'est le niveau de l'individu qui devient extrêmement important. Pour la petite histoire, cette école est extrêmement remarquable. La dernière production absolument remarquable, elle date d'1 an et quelques. Hein. Ils ont réussi à faire passer à des chiens qui n'étaient pas endormis, des chiens lambda, pas des chiens remarquables, hein, à les faire passer dans un scanner, à les faire tenir immobiles. Donc il a fallu un dressage extrêmement important pour que le chien se tienne immobile, éveillé, dans un scanner. Ça fait quand même du bruit. Et ensuite, on a parlé à ce chien et le but était de pouvoir scanner le fonctionnement cérébral du chien. Hein, et on a montré deux choses dont on pouvait se douter, mais qui sont maintenant prouvées. C'est-à-dire que le chien réagit bien, il fait fonctionner différentes zones du cerveau en fonction si ce sont des mots agressifs, un ton agressif au contraire, un ton amical, etc. Le chien, donc entre guillemets, comprend ce qu'on lui dit. Et puis deuxième preuve, les régions qui sont activées, les régions du cerveau qui sont activées à ce moment-là, sont à peu près les mêmes que celles qui sont activées dans le cerveau humain. Et ça a conforté l'idée de cette école hongroise d'éthologie qui parle de coévolution entre les hommes et les chiens. Il n'y a pas de proximité biologique comme avec les primates, comme avec les chimpanzés. Il y a une proximité culturelle qui s'est mise en place parce que nous vivons ensemble depuis 40 000 ans, au minimum, au moins, c'est sans doute beaucoup plus. Et donc les deux espèces se sont rapprochées et se comprennent maintenant relativement bien. Cette école d'éthologie a montré par des études que les maîtres, attentifs évidemment à leurs chiens, comprennent à peu près 60-70% des actions de leurs chiens. Ils les interprètent correctement, ce qui n'est pas mal finalement, hein, 60-70%. Est-ce qu'on comprend totalement les autres hommes ? Ça n'est pas toujours évident, hein, avec les différences de culture et de civilisation, et même dans un groupe, est-ce qu'on se comprend entièrement ? On sait très bien que non. Donc c'est devenu absolument fondamental cette notion d'éthologie, d'individualité. Et évidemment, si on s'intéresse aux animaux en étant historien, sociologue, ethnologue, juriste, etc., ou littéraire, on ne peut plus faire l'impasse de cette individualité animale puisqu'elle est devenue centrale. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Voilà. Alors justement, en sciences humaines, on a vu apparaître des travaux à partir des années 90, 2000, comme celui-ci qui date de 2007. Hein, c'est un ethnologue, David Good, qui a fait un livre, donc Jouer avec ma chienne Cathy. Donc il a étudié les interactions qu'il
développait avec sa chienne en jouant. Il a essayé de les étudier en tant qu'ethnologue, avec son outillage d'ethnologue, et de voir ensuite, de confronter ça ensuite avec ce que disent les éthologues en matière de comportement canin, pour voir si ces interprétations sont correctes ou s'il y a des différentes interprétations et qui regarde bien ou qui regarde moins bien. Hein, c'est un livre extrêmement intéressant, justement. Alors, il n'est pas dans une biographie animale, il est dans ce que les anglo-saxons appellent l'agentivité animale, c'est-à-dire que les animaux sont des agents, ce ne sont pas des objets, ce sont des agents qui font faire des choses aux hommes. Et là, dans ce cas-là, Cathy fait jouer son maître, elle apporte un jouet et le maître se met à jouer avec elle. Et donc, ce qui intéresse beaucoup ces philosophes, ethnologues, etc., c'est plutôt l'interaction entre les hommes et les animaux. Ils ne se placent pas sur le côté animal, ils se mettent entre les deux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà un autre exemple d'intérêt pour l'individu, de la part de Chris Herzfeld, qui est une artiste, photographe, mais qui a beaucoup aussi observé des animaux en jardin zoologique. Et elle a publié, donc, il y a quelques années, je crois que c'est 2013 ou 2014, ce livre. Donc, Watana, un orang-outan à Paris. Watana est très célèbre, puisque Watana s'est mise à faire des nœuds. Et c'est très compliqué de faire des nœuds. Alors, en fait, ce n'est pas le premier orang-outan qui fait des nœuds. Il y en a déjà au 19e siècle. Mais enfin, elle est très bien observée. Alors là, Chris Herzfeld ne se met pas du côté de Watana, c'est plutôt, elle prend Watana comme un espèce de prétexte à parler des animaux dans les jardins zoologiques et de ce qu'on fait faire aux animaux dans les jardins zoologiques et de ce que les animaux font faire aux hommes. C'est plus un prétexte qu'une véritable biographie, mais on voit bien qu'on arrive évidemment au sujet de l'animal individuel. Chris Herzfeld est aussi très célèbre pour avoir fait des portraits de chimpanzés, d'orang-outans, de gorilles, etc., en essayant justement de faire ressortir la dimension individuelle de l'animal. Alors que jusqu'alors, beaucoup de photographes s'étaient dit il n'y a rien de plus ressemblant à un orang-outan qu'un autre orang-outan. Non, là, elle s'est lancée dans la notion de portrait en appliquant évidemment ce qu'on essaye de faire pour le portrait le portrait humain, pardon. Alors voilà, donc sur cette notion d'individu qui s'est développée, qui est devenue maintenant absolument fondamentale. On peut dire que depuis les années 2010, cette notion d'individu est en train de structurer de plus en plus de disciplines. D'abord l'éthologie, ça c'est évident, et puis maintenant des sciences humaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette notion d'individu et qu'est-ce que peut faire un historien avec cette notion d'individu ? Eh bien, on peut évidemment se lancer dans des biographies. Alors, pourquoi des biographies ? Je vous dirai après. Une biographie peut servir à plein de choses. Mais comment faire des biographies ? On peut se dire, mais comment faire une biographie avec des documents qui sont la plupart du temps, surtout si ce sont des biographies historiques, ce sont des documents humains. Par exemple, la girafe de 1827, cette girafe très célèbre, qui a été offerte par le pacha d'Égypte au roi de France, qui a traversé toute la France de Marseille à Paris à sabots, à pattes, escortée, qui est passée par Lyon. C'est une girafe qui a soulevé un énorme enthousiasme. On a beaucoup de documents sur elle. Mais ce sont des documents humains. Et la plupart des documents que l'on possède sont des documents humains. Alors il va falloir se mettre à penser, ça commence à venir, aux documents animaux. Et il y en a plusieurs. Il y a les traces animales. Les géographes maintenant, les biologistes commencent à beaucoup s'intéresser aux traces animales. Au Festival international de géographie le week-end dernier à Saint-Dié, il y a eu plusieurs communications de géographes et de biologistes qui ont inventé toute une série de systèmes pour pouvoir soit suivre l'animal,
soit repérer les traces de l'animal, par exemple les traces d'un ours contre des arbres, et arriver comme ça à reconstituer le vécu, l'itinéraire, par exemple, d'un animal. On a eu aussi, il y a un atlas de la vie sauvage qui vient de paraître, qui est constitué de cartes montrant les itinéraires d'un individu particulier, suivi par GPS. Et évidemment, ça permet de voir sur une année, par exemple, quel est l'itinéraire et donc la vie de cet individu. Et on a découvert avec ça que c'est, par exemple, des ours polaires peuvent marcher en quelques mois sur 1000, 2000 km, faire des itinéraires absolument énormes que l'on ne soupçonnait pas. Donc il va y avoir des traces animales. L'autre exemple de traces animales, de document animal, c'est la génétique, qui va être un véritable livre ouvert, qui va être un véritable défi pour les historiens, parce qu'il faudra ne pas se laisser distancer par cela, mais il commence maintenant à y avoir des recherches sur les chats, sur les chiens, sur les chevaux, et en faisant des recherches par exemple sur l'ADN, on arrive à avoir quantité d'informations, y compris des informations sur des individus précis, en sachant par exemple ce qu'il a mangé. On peut même montrer que cet animal a changé de lieu géographiquement avec un changement d'alimentation. Donc ce sont des choses que l'on va découvrir, dont la plupart du temps on n'a aucun autre témoignage, et notamment dans les documents humains. Mais pour l'instant, le plus facile, c'est de travailler avec des documents humains. Alors, premier exemple, donc, c'est cette girafe de 1827. Donc, on a plein de documents, des gravures, on a des chansons, puisqu'on a écrit des chansons à la girafe, on a des assiettes, des vaisselles. C'était la mode de la vaisselle avec, au fond de l'assiette ou des tasses, le portrait de la girafe. Il y a eu aussi des opéras en faveur de la girafe, des valses. On se coiffait, les dames se coiffaient à la girafe, s'habillaient à la girafe, etc., etc. Donc une véritable mode parce qu'elle a suscité l'enthousiasme. C'est un animal qu'on n'avait pas vu en Europe, au moins depuis l'Empire romain. Donc l'enthousiasme est de la même amplitude que si de nos jours on promenait un martien dans les rues de Lyon ou de Paris. Évidemment, tout le monde se précipiterait. C'est ce qui se passe à l'époque. Alors, les historiens qui ont un peu travaillé sur cette girafe ont toujours regardé le côté humain, c'est-à-dire l'enthousiasme de la population, etc., etc. Mais on peut aussi se pencher du côté de l'animal en cherchant des documents. Et à ce propos, il y a des documents qui sont intéressants, notamment des documents naturalistes. Un naturaliste marseillais à qui on demande un rapport, le Muséum de Paris demande un rapport parce qu'on a tellement peur que cette girafe meure rapidement qu'il faut l'observer le plus vite possible. Donc c'est un naturaliste marseillais qui va faire un rapport très intéressant parce qu'il a l'œil totalement ouvert. Il n'y a aucun texte fiable à l'époque en matière de zoologie qui raconte ce qu'est une girafe. Donc il n'a pas de référence en tête, il ne se sent pas du tout contingenté. Et il peut regarder d'un œil relativement ouvert. Et puis le deuxième document, ce sont les textes d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, alors qui est une sommité naturaliste de l'époque. C'est extrêmement connu à l'échelle mondiale, au moins occidentale. Et le roi l'envoie à Marseille pour ramener la girafe. Il faut évidemment, pour ramener cet animal royal, il faut un naturaliste de renom. On ne peut pas mettre un quatrième couteau. Et Geoffroy Saint-Hilaire va faire un rapport à son retour à Paris. Et puis il écrit des lettres aussi. Il tient une correspondance avec le préfet de Marseille et le préfet des Bouches-du-Rhône. Et on apprend plein de choses dedans. Et ça permet de voir ce qui se passe donc, du côté de l'animal, d'avoir des indices. Et ces indices, on peut les croiser avec ce qu'on sait actuellement en matière d'éthologie sur les girafidés. Alors, les études sur les girafes ne sont pas très abondantes, mais enfin, on sait quand même certaines choses. Et en croisant entre ce que disent donc les contemporains et ce qu'on sait actuellement, on arrive à comprendre des choses. Alors, je dis bien en croisant, pas en contrôlant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de contrôler les documents historiques par ce qu'on sait actuellement, tout simplement parce que de nos jours, on sait des choses sur les girafes, mais il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Et inversement, à l'époque, les cornacs égyptiens, par exemple, savent des choses sur les girafes, notamment les girafes en captivité, que nous ne savons plus
nous, de notre côté. Hein, donc c'est plutôt un croisement pour arriver à comprendre les choses. Et on comprend très bien les choses et on voit très bien, enfin très bien, il faut être modeste, on arrive à voir peut-être que 20% de ce qu'a vécu vraiment la girafe. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et on arrive à voir une espèce de véritable rencontre entre deux mondes, entre une girafe, un individu girafe qui représente son espèce, mais aussi pour les hommes, l'animal africain. Et puis de l'autre côté, des Marseillais, puis des Lyonnais, puis des Parisiens qui représentent finalement les Occidentaux. Et il y a une espèce de rencontre de civilisation ou de culture avec son lot d'incompréhension, d'ajustement, d'adaptation réciproque des deux côtés. Incompréhension, c'est par exemple lorsqu'à Marseille, on essaye de comprendre ce qu'elle mange. Donc on l'amène dans un pré. Un pré, c'est quelque chose d'extrêmement rare à l'époque. La plupart des surfaces sont en culture de céréales. Il y a très peu de prés consacrés aux animaux. Une vache marseillaise se damnerait pour avoir un pré. Et ben cette girafe-là, ne veut pas manger l'herbe. Alors, allez, ça étonne beaucoup les gens. On sait maintenant pourquoi, parce que manger l'herbe, c'est quelque chose qui demande à la girafe de se mettre en position basse, de baisser sa tête. Et c'est une position très dangereuse en nature. C'est le moment où les prédateurs attaquent. Ils attaquent au cou. Ce qui fait que les girafes, et notamment les femelles, mangent très rarement par terre. Et même, elles boivent très peu. Elles boivent quelquefois, une fois par jour et encore, mais elles boivent très vite. En quelques secondes, elles peuvent avaler 20-30 litres d'eau. Et elles peuvent très bien ne pas boire pendant plusieurs jours en compensant avec les feuilles parce que c'est une position trop dangereuse. Donc là, évidemment, elle ne veut pas manger. Puis en plus, l'herbe, ce n'est pas son aliment préféré. Alors comme elle est africaine, on lui présente des fruits africains. Vous voyez comment on raisonne du côté humain. Elle n'en veut pas. Ainsi de suite. Il y a toute une série comme ça d'incompréhension et puis d'ajustements réciproques. Elle boit du lait de vache, donc on va lui donner du lait de vache, et puis elle, de son côté, va se mettre à manger du maïs. Ça, elle apprécie beaucoup. Et même, sous l'exemple de ces vaches, au bout de quelques mois, elle va se mettre à manger du foin, comme les vaches le font, et alors qu'elle n'en veut pas du tout au départ. Et donc, on voit bien cet ajustement. Et cet ajustement se fait aussi par des choses que les gens de l'époque devinent, mais sans tout à fait les théoriser. Et ce tableau est très intéressant. C'est le seul document à peu près réaliste du voyage de cette girafe. On est après Beaune. On est à peu près le long de l'autoroute actuelle. Le convoi ne passe pas par Dijon. Il coupe par le Morvan. Et bien là, on est justement en train de monter sur les côtes du Morvan. Et c'est un peintre local qui s'est précipité, qui a pris un croquis et ensuite a fait le tableau. Et c'est à peu près réaliste. On voit donc les gendarmes. Elle est accompagnée de gendarmes. Derrière, alors le tableau n'est pas complet, il y a plusieurs charrettes qui suivent avec la nourriture, mais il y a aussi d'autres animaux. Il y a les cornacs. Alors en fait, on les représente noirs, mais ils sont égyptiens. Mais pour les gens de l'époque, un Africain est noir obligatoirement. La girafe. Et puis le plus important, ce sont les vaches qui se situent là. Alors pourquoi des vaches? Tout simplement parce qu'elle a été capturée à un moment où elle n'était pas encore sevrée et elle va garder cette habitude de boire du lait. Et c'est un phénomène qu'on voit encore chez les girafons en zoo lorsqu'ils sont séparés trop tôt de leur mère. Et elle va, alors non pas boire du lait de girafe, ceux qui l'ont prise vont lui donner du lait de chamelle ou de jument, et puis ensuite de vache. Et donc lorsqu'elle arrive à Marseille, elle est accompagnée de vaches. Et tout le long du voyage, elle aura des vaches. On a même des documents qui racontent qu'on prévoit des vaches de remplacement à chaque étape, au cas où celles qui font le voyage soient taries. Eh bien, il en faut de secours, parce qu'elle ne prend le lait que tiède, juste sorti des mamelles. Et on voit bien que là, on a une compensation à la perte de la mère. Or, ces vaches vont lui servir on pourrait dire, de pare-choc émotionnel. Elle va survivre
Elle va même survivre longtemps, alors que les autres girafes envoyées par le pacha d'Égypte en Europe vont très vite dépérir. Elle survit. Elle survit parce qu'elle a un tempérament tout à fait particulier, assez joyeux, entre guillemets. Hein. Et puis parce qu'il y a ses vaches. Et elle va se mettre à suivre ses vaches. Elle va se mettre à manger comme les vaches. Je vous ai dit l'exemple du foin. Et le seul moment où on va la séparer de ses vaches, c'est à Lyon, un samedi matin. Elle est là depuis 3 jours. On la promène tous les jours pour la montrer aux Lyonnais. Il y a tellement de monde ce samedi matin qu'on ne sort pas les vaches et on met devant la girafe une ligne de gendarmes à cheval. Et ça se passe très mal. On est place Bellecour. La girafe loge dans un hôtel. C'est pour ceux qui ont connu la librairie Flammarion, c'est dans ce bâtiment-là. Elle loge dans la cour interne. Et donc on la sort. Et ça se passe mal parce qu'elle se met d'un coup à partir, sans doute parce que devant elle a des chevaux. Et tous les textes de l'époque montrent que les chevaux n'aiment pas les girafes. On sait maintenant que les girafes sentent une odeur tout à fait particulière et c'est sans doute ça qui fait que les chevaux réagissent très mal. Donc ces chevaux s'emballent, la foule qui est devant se met à courir, tout le monde se met à courir et la girafe détale aussi. Et tout le monde se met à courir autour de la statue de Louis XIV, place Bellecour. Ça dure 2-3 fois jusqu'à ce qu'un des cornacs qui n'avait pas lâché l'une des longes arrive à l'arrêter. C'est le seul jour où il n'y avait pas ces vaches, où elle n'a pas eu cette espèce de tampon psychologique qui lui a permis de tenir. Donc je ne vais pas aller plus loin dans le cas de la girafe, mais on peut donc trouver comme cela beaucoup de choses du côté du ressenti, du vécu de l'animal. Évidemment, on est dépendant de ce que nous disent les gens de l'époque et de ce que nous disent les éthologues actuels. Hein, évidemment, ils ne savent pas tout, eux non plus. Alors cette girafe, elle arrive au Jardin des Plantes. Hein. Voilà une image très célèbre aussi, où on la promène auprès du public. En fait, l'image est fausse, hein, parce que le public ne vient pas aussi près. Elle serait beaucoup trop stressée. Mais on la promène régulièrement chaque après-midi au Jardin des Plantes. Et c'est une véritable... il y a à peu près entre 600 000 et 800 000 Parisiens qui viennent la voir entre juillet 1827 et la fin de l'année 1827. C'est une véritable vedette. Deuxième exemple, je ne sais plus où on en est, je vais peut-être passer très vite. Hein. Deuxième exemple, c'est celui de Consul. C'est un chimpanzé amené au zoo de Manchester à la fin du 19e siècle. On a des documents, comme ce document tout à fait étonnant, à la mort de Consul, le zoo fait imprimer ce memento, comme on a pour les hommes, ça s'est fait très longtemps, où on faisait des faire-part avec le cadre noir, on l'a avec un petit texte prônant, disant qu'on croit en la survie, ou au moins la survie de l'âme de Consul. Et on voit Consul, donc, tel qu'il était, là c'était au club de l'hôtel, où avec les autres clients, eh bien, il était assis, il fumait la pipe avec non pas du tabac mais du thé, et puis il buvait, il demandait toujours un espèce de sirop, c'était toujours le même, et il était avec les autres clients qui lisaient le journal au zoo. Le zoo de Manchester de l'époque, c'est un espèce de Disneyland, c'est un grand parc d'attractions, il y a hôtel, restaurant, pistes de danse, feux d'artifice, animaux, etc. etc. Hein. Et Consul, ce qui est très intéressant, donc on a ce genre de document, on a des photos, et puis on a un texte d'après la mort de Consul en 1895, écrit à la demande du jardin zoologique et basé essentiellement sur le témoignage de son soigneur, du soigneur de Consul. Et un texte très intéressant. Et on voit bien comment ce singe, finalement, qui se retrouve dans ce jardin zoologique, qu'aurait pu dépérir comme beaucoup de chimpanzés. Hein, le taux de mortalité dans les zoos de l'époque, et d'ailleurs le zoo de Manchester le reconnaît lui-même, le taux de mortalité est énorme, c'est autour de 80% de morts au bout d'un an. Hein. Lui ne va pas dépérir, enfin il ne reste pas non plus très longtemps, il arrive en 93, il meurt en 95. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien qu'il va collaborer avec les hommes. On veut le montrer comme chimpanzé humanisé,
parce qu'on pense à l'époque qu'il faut humaniser les chimpanzés comme on veut occidentaliser les populations des autres continents. Il va collaborer, cette collaboration va lui permettre un espace de liberté, c'est-à-dire en collaborant, par exemple, il va réussir à pouvoir sortir de sa cage, à se promener dans le jardin zoologique avec son soigneur, donc il se promène habillé, debout, il marche debout, et il regarde, il prend un grand plaisir à aller voir les autres animaux, ou aller à l'hôtel, manger au restaurant, ou aller au club. Donc il s'accorde en fait comme ça une espèce de marge de liberté qui évidemment est un plus pour lui, ça lui permet de sortir de la condition du singe en cage. Et alors son grand plaisir, c'est de jeter la cacahuète aux autres animaux. Jeter la cacahuète au singe, alors ça, il n'y a rien de mieux, parce que lui-même se pense comme un homme, il ne se pense pas comme un singe. Alors c'est une déduction, mais à un moment, il est dit dans le témoignage que au restaurant un jour, il feuillette les livres, il regarde les images, et il se met à sauter sur une image d'un chimpanzé. Les gens de l'époque ne comprennent pas pourquoi, mais ils sautent très violemment. Et l'explication, on peut la voir maintenant avec les expériences qui ont été faites dans les années 60-70, où on a appris à des chimpanzés le langage des sourds et muets ou des langues par signes. Et on a eu des cas de chimpanzés comme ça, sautant sur des images de chimpanzés, ou lorsqu'ils devaient trier des photos dont son propre portrait, il le mettait toujours du côté humain et non pas du côté chimpanzé. Et on a pu demander à ces chimpanzés pourquoi, parce qu'ils se considéraient comme des hommes, et non pas comme des singes. Et on a tout à fait cette vision, du moins il semble qu'on ait cette vision du côté de Consul. Bon, je vais vite passer. Donc à quoi servent les biographies ? Eh bien, on peut essayer de restituer des existences. Par exemple, la girafe de Charles X, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ressentir des expériences, je vous en parlerai un petit peu avec Isléro. Saisir une époque animale, parce que, par exemple, dans le cas des chimpanzés, entre 1850 et 1950, il y a une volonté des Occidentaux d'humaniser les chimpanzés importés en Occident, pas les chimpanzés sauvages, mais importés en Occident. Donc c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, qu'on ne va plus faire maintenant. Donc c'est une époque que les chimpanzés ont vécu, une époque tout à fait particulière, avec des conditions de vie tout à fait particulières. Et puis on peut aussi penser, en tant qu'historien, penser les générations avec le cas des chiens, où au 19e, 20e siècle, eh bien, alors pas des générations biologiques, mais des générations sociologiques, eh bien, les conditions de vie, les comportements des chiens évoluent. Et il n'y a pas grand-chose à voir, par exemple, entre Bummer et Lazarus, qui sont deux chiens errants à San Francisco, qui vivent avec les hommes, à côté des hommes, mais qui n'aiment pas les hommes, qui se méfient des hommes. Et puis Douchka, qui représente nos chiens de compagnie, et qui est marqué, par exemple, par l'anxiété de séparation dès que sa maîtresse quitte l'appartement. Donc on peut faire ce genre de choses. On peut aussi développer ce qu'on pourrait appeler une sociologie, ce qu'a fait Jane Goodall, c'est-à-dire voir au niveau historique qu'est-ce qui se passe dans des groupes d'animaux, ou une ethnologie, par exemple, travailler sur une espèce donnée, par exemple les chats, et voir comment à une époque donnée, d'un continent à l'autre, parce qu'ils ne sont pas dans le même environnement, eh bien ces chats n'auront pas les mêmes comportements. Alors, on peut aussi essayer de se mettre vraiment du côté de l'animal. Je vous disais tout à l'heure, Watana, par exemple, Chris Herzfeld, on n'est pas vraiment du côté de l'animal, chez David Good non plus. On peut essayer de se mettre vraiment du côté de l'animal pour voir ce qui se passe. Et là, je reviens aux préparations. Il y a eu une préparation de ce côté animal, de ce point de vue animal, qu'on voit très bien en matière artistique. On voit apparaître ça à la fin 19e, début 20e, par exemple chez ce peintre allemand qui se place au fond de la cage. Il est là au fond de la cage, les animaux, les barreaux et l'extérieur du jardin zoologique. Et donc l'idée de se mettre au moins à côté des animaux. Un deuxième exemple, c'est un photographe, le photographe Batu, qui n'est pas très célèbre, mais il y a quand même un musée, je crois, à Nîmes ou à Béziers, un musée Batu. Et Batu a toute une série de clichés comme ça de chiens où il essaye de se mettre à la hauteur de l'animal
Là, bon, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais il est en bas de l'escalier et le chien est en haut. Hein, où on a des photos de chiens couchés ou assis et l'appareil photo est au niveau du sol. Hein, donc il y a l'idée de se mettre à hauteur d'animal au moins. Et puis ça va plus loin avec quelqu'un comme Franz Marc, qui est un peintre allemand qui meurt en 1916. Franz Marc qui va avoir l'idée que on ne peut pas, si on représente un chien qui dans son paysage et qui regarde le monde, on ne peut pas représenter ce monde comme nous le voyons. Le chien ne voit pas le monde comme nous, donc il faut représenter le monde tel que le chien le voit. Ce tableau s'appelle « Voilà comment mon chien voit le monde ». Alors évidemment, on sait maintenant qu'un chien ne voit pas le monde comme ça. C'est évidemment une interprétation, mais ce qui est intéressant, c'est la démarche. Hein. Et il est allé très loin, puisque au bout d'un moment, il s'est dit « mais je ne peux même pas représenter l'animal tel que l'homme le voit. Il faut le représenter tel que l'animal se voit. Hein. Et voilà, alors là, je sais pas, je crois qu'il est par là, hein, c'est chevreuil dans la forêt. Et donc, avec le chevreuil tel qu'il se voit et la nature telle qu'il la voit. Bon, c'est évidemment faux, mais l'intérêt, c'est cette démarche de se dire que les animaux ne voient pas le monde comme nous. Et comme par hasard, là, on est dans les années 1910, comme par hasard, 20 ans plus tard, vous avez l'ouvrage très important de Jacob von Uexküll, Mondes animaux et mondes humains, où il met l'accent, qui est un zoologiste, où il met l'accent sur justement la différence d'une espèce à l'autre dans la manière de voir le monde. Et là aussi, on voit bien comment l'approche scientifique a été préparée au niveau occidental par une approche artistique, même une approche d'écrivain. On a des gens, par exemple, Virginia Woolf, publie une petite biographie du chien Flush, et elle a des pages absolument... Alors il y a beaucoup d'humanisation, mais il y a des pages absolument remarquables, où elle essaye par exemple de décrire la visite, je crois c'est dans Rome, à échelle du chien. Hein, c'est le chien qui décrit Rome pour montrer... Alors la maîtresse se promène avec son chien, mais c'est le chien qui décrit Rome. Ou comment Flush peut percevoir son voyage en train de l'Angleterre jusqu'en Italie. Il y a quelques pages par-ci par-là qui sont absolument remarquables. Et donc on peut essayer de faire la même chose, et je m'arrêterai là parce que l'heure tourne, par exemple avec le taureau Islero, hein, je vous ai mis cette photo, c'est la photo de son estocade. Alors Islero est un taureau connu, c'est le taureau le plus célèbre du XXe siècle puisque c'est lui qui a tué Manolette. Un Manolette qui est là et qui est un des grands toreros du XXe siècle, l'un de ceux qui a formalisé ce qu'on appelle la corrida de près. Alors, on a très peu de documents sur Islero, on a 12 photographies, parce qu'à cette corrida qui était au fin fond de l'Espagne, très peu médiatisée, on est en 1947, il n'y avait qu'un photographe. Il y a 12 photographies où l'on voit Islero, mais avec ces 12 photographies, avec ce qu'on sait évidemment des corridas et avec ce qu'on sait de l'éthologie bovine, on peut reconstruire sa corrida. Et donc se mettre vraiment de ce côté et essayer de voir ou d'essayer de saisir à nos modestes moyens, ce qu'il a pu ressentir. Et là aussi, on voit des choses entre les photos, les articles de presse qui sont parus un peu après, quelques jours après, et ce qu'on sait donc en matière de corrida, etc. On devine tout à fait, j'exagère, on devine ce qui s'est passé. Et contrairement à la légende, si vous tapez sur Wikipédia, vous tapez Islero, maintenant ils ont corrigé le tir. Mais il n'y a pas longtemps, ils en faisaient un taureau de 500 kilos, un taureau furieux qui ne pensait qu'à tuer, etc. Alors qu'en fait, c'est un tout petit taureau, peureux, qui n'avait pas envie de combattre, qui faisait à peine 300 kilos. Mais évidemment, pour expliquer la mort de Manolette, il fallait en faire un monstre. Et en fait, c'est un taureau qui ne veut pas combattre, et c'est un taureau presbyte. Il y a des taureaux myopes et des taureaux presbytes. Et donc, ça veut dire que lorsqu'il arrive près des obstacles, notamment près des hommes, des câbles, des chevaux, sa vue se brouille. Et donc, il se met à taper ses cornes dans tous les sens. Et ça donne un taureau, évidemment, très dangereux, puisque dans la corrida,
On veut des taureaux francs, loyaux, comme dit le vocabulaire. En fait, des taureaux qui vont tout droit, dont la trajectoire est prévisible. Parce qu'évidemment, un torero n'a pas du tout envie de mourir. Hein. Tout le discours des aficionados sur l'égalité des chances, risquer sa vie, etc., ça, c'est du discours médiatique. Mais un torero, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Hein. Il veut faire carrière, gagner de l'argent et finir sa vie dans un lit, hein, et non pas encorné. Donc c'est un taureau très dangereux et Manolete le voit tout de suite et donc il décide de beaucoup le faire châtier en lui faisant faire beaucoup de passes et puis en le faisant piquer. Hein. Il est piqué notamment très bas. Hein. Il est piqué ici très bas alors que la pique normale est ici pour pouvoir faire une hémorragie interne importante, donc affaiblir beaucoup le taureau. Il est piqué longtemps, profondément, à tel point d'ailleurs que le picador reçoit une amende. Alors il y a évidemment protestation de l'équipe, mais tout ça est factice. Hein, tout le monde sait très bien que le picador, il fait ça exprès pour affaiblir le taureau. Le président qui met l'amende le sait très bien, mais ça permet de faire croire qu'on respecte des règles et qu'on n'a pas bien piqué au bon endroit, mais bon, on a une amende pour ça. Hein. Donc il va le faire piquer profondément, et le taureau va s'affaiblir, mais avec des phases de résistance et des phases d'affaiblissement. Par exemple, au moment des banderilles, on les voit très bien là, les banderilles. Les banderilles sont venus de ce côté. Ils n'ont pas pu planter les banderilles de l'autre côté. Normalement, quand on arrive d'un côté, on doit planter les banderilles de l'autre côté. Et comme ils continuaient à taper dans tous les sens, évidemment, c'était très dangereux. Donc, ils n'ont planté que de ce côté. Et ce qui fait que Manolete, ensuite, a multiplié les passes pour affaiblir le taureau, parce qu'un taureau qui tourne en rond, qui baisse la tête, etc., ça affaiblit beaucoup, d'autant plus qu'il est piqué profondément. Et on a deux photos de la fin, où on voit la première, on voit Manolete qui tient la corne du taureau. Alors ça déclenche la folie du public, qu'est-ce qu'il est courageux, etc. En fait, Manolete fait ça lorsqu'il a l'impression que le taureau est quasiment mort sur pattes, et lui touche la corne pour voir s'il y a une réaction. Et là, le taureau ne bouge pas. Et ça va entraîner une attitude finalement de trop grande confiance de la part de Manolete lors de l'estocade. Donc on a la photo de l'estocade. Il enfonce l'épée très profondément, on le voit très bien là, et très lentement, nous disent les articles. Donc évidemment, ça laisse du temps à l'animal pour ressentir la douleur. Et deuxième erreur, comme il croit que l'animal ne va pas bouger, il laisse sa cape entre ses deux jambes au lieu de la porter sur un côté. Normalement, il aurait dû la porter sur un côté. Si le taureau avait réagi, le taureau aurait tapé dans ce qui était le plus près de lui. Il ne le fait pas. Et donc, contrairement à ce qu'il croit, le taureau réagit et il encorne. Il réagit en levant la tête et il encorne donc Manolete qui retombe à nouveau sur les cornes. Manolete se fait encorner 2 fois et le taureau va mourir un peu plus loin. Et donc on peut comprendre, on peut saisir, soyons modestes encore une fois, ce qui arrive au taureau et donc comprendre ce qui se passe dans la relation entre l'homme et l'animal. Et là notamment, on peut très bien voir que dans une corrida, on a 3 corridas superposées. Vous avez la corrida du taureau, la corrida du torero, qui n'est pas la même, et la corrida du public, avec des exigences très différentes. Et ça se rejoint parfois, mais c'est souvent très différent. Les attitudes du taureau sont souvent très mal analysées par le public, qui place un discours guerrier qui n'a rien à voir avec l'éthologie du taureau. Bon, je m'arrête là parce que c'est largement l'heure. Je vous laisse la place, je crois, à des questions, s'il y en a. Je vous remercie. Alors, c'est un sujet passionnant et votre manière d'aborder le vécu animal encore plus. Voilà, donc c'est tout à fait intéressant. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout développer. Mais bon, il y a un ouvrage biographie animale qui mérite d'être plus feuilleté. Si vous souhaitez réagir à des... Merci. Il y aura une deuxième salve à la fin. Si vous souhaitez réagir tout de suite, vous pouvez soit intervenir ou poser des questions. Oui, alors, cette notion d'individu qui est très 21e siècle maintenant, elle a quand même existé au Moyen-Âge, puisqu'on pouvait juger les animaux
enfin juger les bêtes, puisque le mot animal n'existait pas. Et cette notion, quand même, qui donnait une forme d'égalité, puisqu'ils avaient droit à des avocats, ils avaient droit à être défendus, ils avaient des sentences qui ressemblaient aux nôtres. On bascule maintenant au XXIe siècle, donc il y a eu le problème des zoologistes et puis de la religion qui a malheureusement séparé les espèces. Et cette grande bascule, alors qu'on aurait pu avoir une continuité, puisqu'on leur accordait déjà des droits, même si c'était pour les punir, mais on punissait les hommes aussi, on punissait des sauterelles, on punissait le cochon, on punissait n'importe qui. Comment on bascule maintenant au XXIe siècle trop vite, en leur accordant aussi cette notion d'individu, puisqu'on veut faire de nous maintenant que des végétariens. Enfin, on voit un peu la dérive aussi en accéléré, peut-être parce que l'histoire a malheureusement piétiné trop longtemps pour reconnaître cet aspect individuel à l'animal. Et est-ce qu'on n'a pas un risque d'aller trop vite maintenant, et justement que l'historien il va avoir du mal à gérer cette vitesse à laquelle la société veut changer les mentalités? Alors, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, il y a cette notion de responsabilité. Il y a des procès pour des cochons, par exemple, qui auraient piétiné un enfant, etc. Il y a aussi des excommunications, des exorcismes, avec procès pour les insectes ravageurs des cultures. Et c'est vrai qu'il y a la notion, finalement, que ces animaux font partie de la création de Dieu, hein, puisqu'on est dans une population très christianisée. Donc, il n'y a pas la rupture qui va se mettre en place avec la révolution scientifique, avec Descartes, hein, où la nature devient un objet, les animaux, la théorie de l'animal-machine de Descartes, les animaux deviennent de purs objets. La rupture se fait là. Alors c'est vrai que de nos jours, il y a peut-être un renversement, mais ce renversement, on le voit déjà apparaître fin 19e siècle, avec Darwin. Et finalement, on se rend compte, en matière d'éthologie actuellement, bien souvent, on revient ou on redécouvre des choses qui avaient été découvertes par l'école de Darwin dans les années 1870-1890. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un éthologue spécialisé sur les oiseaux et je lui demandais par exemple sur les émotions, l'ouvrage de référence. Il m'a dit l'ouvrage de référence c'est les émotions chez les hommes et les animaux de Darwin. On retrouve en fait Darwin qu'on a voulu, et en fait le XXe siècle a été une nouvelle phase de rupture entre la nature et l'homme. On a voulu au contraire bien séparer, d'où les éthologies behavioristes, l'éthologie de Lorenz, et c'est l'époque aussi où on développe l'élevage en batterie, l'élevage industriel, tout va ensemble, hein. Alors que la seconde moitié du XIXe siècle est assez innovante, hein. Et on retrouve ça chez les écrivains, hein. Victor Hugo, un Maupassant, un Zola qui prône, un Victor Hugo il suffit de penser aux Misérables, hein, l'intérêt pour le pauvre, l'ouvrier, l'enfant, l'animal. Monseigneur Myriel qui donne ses cierges à Jean Valjean fait attention, oula, je m'enfonce, il fait attention aussi à ne pas marcher sur les fourmis ou sur les insectes. Hein, alors évidemment c'est fictif Monseigneur Myriel, mais on voit bien la tentation, et c'est vrai qu'elle est déjà là à cette époque-là. Et puis, il y a eu une réaction à ça au XXe siècle et on revient à nouveau à ce genre d'approche. Alors qu'il y ait des exagérations, c'est évident. Il y en a aussi chez Darwin, hein, lorsque dans le livre de Darwin sur les émotions, il va jusqu'à dire que le chien qui aboie contre le vent a une notion de la religieuse. Il pousse sans doute beaucoup trop loin. Et c'est d'ailleurs par réaction qu'il y a eu ensuite des éthologies très mécanisantes, transformant l'animal à nouveau en machine. Vous disiez au début que la philosophie avait appréhendé l'animal au sens large pendant très très longtemps, mais je me questionnais sur Aristote quand même, qui a une vision, les parties des animaux, la génération des animaux, où il s'intéresse aux animaux, alors pas à l'individu animal, mais à l'ensemble des animaux, en montrant que chacun remplit son rôle, fait sa part. Tout à fait. Et voilà, il n'y a pas de grade, enfin il n'y a pas les animaux nobles et les méprisables, et il demande à ce qu'il y ait un intérêt à tous les animaux. Alors c'est vrai, il y a le cas Aristote qui va avoir une suite en Occident, mais quand même l'influence la plus forte c'est le platonisme. Oui. Qui va être repris. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est reprise par le christianisme, notamment par les pères de l'Église.
On voit très bien, il y a dans la Bible des versets extrêmement favorables aux animaux qui vont être mis de côté sous l'influence du platonisme, à commencer par saint Paul, qui est un grec platonicien. Alors là, il y a un texte magnifique. Il y a un verset dans l'Ancien Testament. Il dit en gros il ne faut pas maltraiter le bœuf et l'âne qui travaillent pour vous. Et saint Paul écrit dans une lettre, je crois que c'est une épître aux Corinthiens, enfin quelque chose comme ça, il reprend ce verset en disant « Est-ce que Dieu s'intéresse aux animaux ?» Il répond « Non ». Il s'intéresse aux hommes, et ça, en fait, son interprétation, c'est une image. Et donc, pour totalement mettre de côté un verset, il n'y a pas mieux. Et ça va être repris, évidemment, par saint Augustin, qui justement christianise le platonisme, etc. Vous avez un autre verset tout à fait remarquable dans les évangiles, où le Christ dit « Allez prêcher à toute créature ». Ce verset, finalement, il n'y a que saint François d'Assise qui a essayé de le mettre en vigueur, prêcher aux oiseaux, aux poissons, etc. Et on voit très bien qu'encore actuellement, ce verset, la plupart du temps, n'est pas traduit comme ça. On dit « Allez prêcher au monde ». Celui qui ne fait pas attention à aller prêcher au monde, il va penser à aller prêcher aux hommes. Ou aller prêcher à la création. Alors ça, c'est vague, la création, ça porte pas à mal. Mais aller prêcher à toutes les créatures, ça pose un sacré... qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, il faut bien que j'aille parler à mon chien, faire un sermon à mon chien, etc. etc. C'est le Christ qui dit ça. Donc il y avait une liaison, comme on l'a dit tout à l'heure, extrêmement forte, qu'on a oubliée, en grande partie d'ailleurs, sous l'influence de la philosophie grecque, ou surtout platonicienne. Puis Descartes a enfoncé le clou. Descartes se situe dans le sillage de saint Augustin, qui se situe dans le sillage de Platon. Bien sûr. Oui, tout à fait. Quand vous avez entamé l'apparition de l'animal en tant qu'individu dans la littérature, j'ai été surpris qu'on ne parle pas de peut-être La Fontaine, et encore avant de Goupil le renard. Alors c'est un vieux souvenir que j'ai de l'école primaire. Du coup, j'ai vérifié sur mon téléphone, où ça date du XIIe siècle. Oui, mais là c'est une autre approche. L'animal ne se comporte pas comme un animal. Chez Cadichon de la comtesse de Ségur, il se comporte comme un animal. Alors il parle, il y a une partie anthropomorphisée, mais quand même dans la manière de vivre, c'est ce que je vous disais, c'est un bon témoignage sur la vie d'un cheval, la condition d'un âne au milieu du XIXe siècle. Alors que le roman de renard, c'est un renard humanisé. Ça va beaucoup plus loin. Ces biographies, c'est vraiment l'idée de s'intéresser à un animal, mais en tant qu'animal. Alors, évidemment, on va plaquer sur lui, on va faire de l'anthropomorphisme, on va plaquer sur lui des capacités humaines, etc. etc. Mais en même temps, finalement, on se rend compte que cet anthropomorphisme, ça a été un moyen de lutter contre, au contraire, toutes les philosophies, religions, etc., qui, au contraire, voulaient transformer l'animal en objet. Et alors, ce n'est pas une bonne manière, c'est une manière fausse, puisque ça empêche de bien comprendre ce qu'est une girafe, une vache, etc., etc. Disons que l'anthropomorphisme n'a pas servi à connaître les animaux, mais il a servi à reconnaître, à les reconnaître, à leur donner une dignité. Donc c'est un courant littéraire qui a eu une importance forte. Et je ne sais pas la deuxième... C'est une expérience qui a eu lieu dans les années 50 et qui m'a toujours... Il faut que je retrouve le nom du... Avec des renards d'un certain biologiste russe, Dimitri Beliaïev. Oui. Il a fait des expériences avec des renards. Oui. Et en les faisant se reproduire très très rapidement. Et il a montré que parce que la domestication d'un animal entraîne des transformations physiques. Les animaux, par exemple, domestiqués, le chien domestiqué est plus petit que le loup. La vache domestiquée est plus petite que l'auroch, par exemple, etc. Le fait qu'ils ne mangent plus de la même manière, ils sont confinés. Dans un premier temps, ça va faire baisser les tailles, baisser la taille du cerveau, etc. Et donc, il va montrer, avec ces renards, que ça peut apparaître assez rapidement. En précipitant les généalogies, les successions biologiques, ça apparaît assez facilement. C'est relativement facile à faire.
Hein, c'est ça, ces expériences sur la domestication. Alors, avec le problème, c'est que bien souvent, encore maintenant, les éthologues ou les zoologues pensent que depuis la domestication, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors qu'en fait, si on prend le cas des chiens, les chiens du 19e siècle n'ont pas grand-chose à voir avec nos chiens. La plupart des chiens du 19e siècle ne sont pas des chiens de compagnie, ce sont des chiens errants, des chiens vagabonds à la journée, des chiens de gouttière. Ils vont chez un maître, puis chez un autre, etc., etc. Et donc, ils ont un comportement vis-à-vis des hommes plutôt réservé. Et les hommes, d'ailleurs, ont un comportement assez froid, voire brutal avec eux. Hein. Et nos chiens de compagnie, c'est quelque chose de très minoritaire à l'époque. Même lorsqu'il y a des chiens de compagnie, on ne leur parle pas de la même manière, on ne joue pas avec eux, etc. Vous avez Thomas Mann, je l'utilise justement, Thomas Mann écrit un petit livre sur son chien Beauchamp. Eh bien, on voit très bien que Thomas Mann ne lui parle pas, hein, ou très peu, ne joue pas avec. Et d'ailleurs, c'est totalement parallèle avec ce qui se passe avec ses enfants. Hein. On a les mémoires de ses enfants, et ses enfants, ils ne lui reprochent pas, mais ils racontent bien. On est dans une famille bourgeoise des années 1915-1920. Il voit ses enfants une fois par jour au dîner. Hein. Le reste du temps, il ne les voit pas. Et il travaille à son bureau, etc. Et les enfants parlent que si on leur donne la parole. Alors évidemment, on ne va pas aller parler à son chien, hein, si on ne parle pas à ses enfants. Donc on n'a pas du tout la même relation. Ce qui fait que nos chiens de compagnie sont beaucoup plus proches de nous. Les vétérinaires nous parlent abondamment, par exemple, de l'anxiété de séparation. Hein, le chien de compagnie qui perd son maître devient anxieux. On voit maintenant les chats développer ce comportement d'anxiété de séparation. Un chien errant, il n'a pas du tout d'anxiété de séparation. Au contraire, il est bien. Hein. Il vit à côté des hommes, il fait les poubelles, etc. Mais il n'a pas... Et même certains chiens, en gros, jusqu'aux années 30, il y a beaucoup de chiens, même de compagnie, qui n'ont pas forcément la même anxiété de séparation que de nos jours. Oui, mais Dingo n'est pas totalement fiable au niveau du... J'ai hésité, enfin je l'ai regardé Dingo pour éventuellement travailler. Il n'est pas aussi fiable que le témoignage de Thomas Mann, qui est un témoignage beaucoup plus fiable sur ce qui se passe. Tout à fait, bien sûr. Pas d'autres réactions? Non. Un grand merci à M. Baratet. Moi, je vous remercie.